Bonjour, nous sommes le vendredi 30 juillet 2021, l'avant-dernier jour du mois de juillet 2021, avec une météo qui semble normale, une certaine forme de chaleur, mais sans plus, on n'a pas récolté cette année-ci les fruits d'un bel été. Contrairement, on a eu justement une des plus grandes pluviométries que le territoire a connu depuis 41 ans. Il y a 41 ans, on avait voilà, le summum de pluviométrie. Euh, Depuis quand? Ben, j'en sais pas plus parce que auparavant il n'y avait pas voilà, des instituts météorologiques, donc on ne pouvait pas savoir qu'est-ce qui s'est passé il y a très longtemps. Mais dès le moment où on a eu l'enregistrement des données climatiques par euh, une, une entité, on va dire, qui s'occupait des récoltes de données climatiques et météorologiques, eh bien, on a pu établir des statistiques et faire des comparaisons. Comparaisons euh, par rapport à certaines périodes ou certaines périodes de l'histoire. Dès le moment où on a eu cet outil bénéfique pour établir des liens de, pourquoi pas, de causalité, des liens problématiques, bien sûr climatiques, dans des périodes données. Donc on pouvait faire des comparaisons grâce à un outil qui existait. Mais avant ça, l'outil n'existait pas. Bon, y a-t-il des écrits? Peut-être il y a des personnes qui ont écrit voilà, et qu'on a pu retrouver ces écrits en sachant qu'il y a eu bon, des catastrophes, voilà, des temps neigeux très importants, enfin toutes sortes de choses qui auraient pu être écrites avant la création d'outils euh, de l'entité météorologique, de l'institut. C'est plutôt l'institut météorologique. Avant ça, avant sa création, ben, certains ont des écrits bon, de certaines journées qui se sont produites avec extravagance au niveau climatique. Bon, on peut retrouver ces écrits, bon, il suffit d'aller voir certains carnets ou peut-être des journaux qui ont écrit des journaux d'antan où l'institut météorologique n'existait pas, où ils ont écrit qu'il y a eu voilà, des journées, ont vécu des journées de type exceptionnel au niveau climatique. Donc on est l'avant-dernier jour du mois de juillet 2021. Demain nous terminerons le cap du mois de juillet qui a été catastrophique pour un été. On n'a pas reconnu l'été, on n'a pas reconnu la saison estivale, hein, loin de là. On a reconnu notre saison qui aurait été qui rime plus à une saison de printemps qu'une saison voilà, d'été. Ceci étant dit, je vais voir ici, encore une fois, les propriétés. J'ai déjà vu tout ça, hein. Tout a été démontré. Les propriétés du produit vectoriel, mais plus vu d'une façon mathématique. Bon, je n'ai rien à démontrer parce que toutes les vidéos ont été faites, les vidéos de démonstration ont été faites. Vous pouvez aller les voir. D'ailleurs, il y a même une vidéo sur les propriétés du produit vectoriel. Je les ai énoncées, c'est-à-dire que j'ai résumé un petit peu euh, tout ce qui a été vu au niveau des propriétés. Mais ici, cette vidéo-ci va faire un petit peu une copie des propriétés du produit vectoriel que j'ai vu, mais cette fois-ci sous un aspect plus mathématique. Parce que bon, où utilise-t-on le produit vectoriel? Ben, on l'utilise, si vous voulez, en géométrie analytique dans l'espace, c'est-à-dire en mathématiques, ou vous pouvez l'utiliser en mécanique. Mais la mécanique fait aussi des mathématiques, je pense, elle a beaucoup de trigonométrie, elle fait beaucoup de trigonométrie, hein, résolution de triangles, puisqu'en fait on calcule des forces, enfin au travers des forces on a voilà, des théorèmes basés sur beaucoup de mathématiques, c'est-à-dire les déterminants, euh, la trigonométrie, euh, les plans, voilà, tout ce qui est plan, etc., etc. Donc la géométrie analytique dans l'espace, bon, bah, fait intervenir le produit vectoriel. Et la mécanique fait beaucoup intervenir le produit vectoriel. Donc c'est un outil qui est fortement utilisé en mécanique, le produit vectoriel. Mais on l'entrevoit aussi en,
en mathématiques, au travers de la géométrie analytique dans l'espace et l'étude des plans. Mais on n'est pas obligé de passer par le produit vectoriel à certains niveaux, au niveau des plans, parce qu'il existe les systèmes d'équations. Hein. Il existe les systèmes d'équations, il y a des tours de passe-passe pour passer par les systèmes d'équations plutôt que de travailler à l'aide du produit vectoriel. Donc on peut faire soit travailler avec du produit. Vous verrez que quand je ferai les équations de plan, je passerai soit par le produit vectoriel et donc les déterminants, ou soit par des systèmes d'équations. Et là aussi, bon, on peut avoir des déterminants aussi par les systèmes d'équations. De toute façon, que ce soit produit vectoriel ou système d'équations, on va retomber sur calcul de déterminants. En tout cas, en géométrie analytique dans l'espace avec les équations de plan. Bon, donc c'est un outil de mécanique, fortement utilisé en mécanique, mais utilisé en mathématiques. Et bon, quand on l'entrevoit au niveau mécanique, ben, oui, on énonce les propriétés du produit vectoriel, fatalement, il faut bien passer par là. Il faut savoir comment on peut l'utiliser, qu'est-ce qu'on peut faire avec le produit vectoriel, à quoi il sert, voilà, où on peut l'utiliser. Donc c'est un outil, et il faut connaître ses propriétés, qu'est-ce qu'on peut en faire, son usage, etc. Et donc les propriétés des produits vectoriels disent ce qu'on peut faire avec le produit vectoriel et ce qu'on ne peut pas faire avec le produit vectoriel. Et donc en mathématiques c'est un peu la même chose, mais c'est plus un aspect mathématique. Plus un aspect mathématique. Donc il y a des petits détails qui vont, je veux dire, s'ajouter. Des tout petits, mais sinon la mécanique, bon, quand elle entrevoit le produit vectoriel, elle voit tout au détail. Au détail. Alors ici, je vais faire de nouveau un résumé, mais attention que ça vaut la peine de revoir ce petit résumé, même si j'ai fait un résumé, mais cette fois-ci, plus sous l'aspect, sous la coupe, on va dire, mathématique. Alors, la première des choses au niveau mathématique, on va dire que le produit vectoriel, que je vais appeler PV, produit vectoriel. Bon, je suis dans l'aspect mathématique. Hein. Généralement, je l'entrevoyais plutôt sous la forme de l'étude mécanique des choses, parce qu'en fait, on l'utilise beaucoup en mécanique, je vous verrai pourquoi. D'ailleurs, dans les propriétés mécaniques, j'ai omis quelque chose, c'est au niveau des dimensions. Des dimensions du produit vectoriel. J'en ai pas parlé, mais j'aurais dû le faire. Bon, ben, je peux le rajouter ici, parce que c'est vrai que le produit vectoriel est un vecteur qui a comme dimension le produit des dimensions des vecteurs donc de multiplication. C'est-à-dire si vous faites U fois V égale W, si je fais U fois V, donc je suis en mécanique ici, hein, et puis je reviendrai à l'aspect mathématique. Au niveau mécanique, ben, vous avez des dimensions ici, ça reste un produit, donc c'est la dimension de U fois la dimension de V, ben, le W va dépendre de la dimension des deux vecteurs UV, c'est ça que ça veut dire. Bon, mais ça c'est plus l'aspect mécanique que j'ai omis, j'ai complètement oublié de vous dire cette propriété, de vous dire, et je le dis ici, je vous le dis ici. Et ça c'est plutôt un aspect mécanique. Bon, maintenant revenons à l'aspect mathématique du produit vectoriel. La partie mécanique voit l'aspect mathématique, mais bon, il y a des petits détails, Par exemple, ici, je veux dire qu'au niveau mathématique, le produit vectoriel, bon, son symbole, c'est ceci. Vous pouvez avoir aussi ce symbole-ci. C'est une croix qui est une croix de multiplication, croix de Saint-André, avec un rond. Quand vous voyez ça, c'est produit vectoriel. Si vous voyez un produit avec un point, avec un cercle, bien sûr, là, c'est le produit scalaire. Alors là, on a le produit vectoriel, et là, produit scalaire. Mais en mathématiques ou en mécanique, le produit scalaire, c'est toujours ceci. Quoique, bon, on peut enlever le rond qui tourne autour du produit, on peut l'enlever pour le produit scalaire. Voilà, on peut avoir qu'un produit, un point ou un petit rond. Mais en mécanique ou en mathématiques, c'est plutôt ce symbole-là qui est utilisé. Alors si vous allez sur GeoGebra, c'est plutôt le symbole là. Pourquoi? Parce que celui-ci, il est déjà utilisé. Voilà, c'est un connecteur. C'est un connecteur.
Donc, sur GeoGebra, c'est un connecteur logique. Donc ici, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut faire attention. Si vous utilisez des logiciels, là, il faut faire attention aux symboles. Il faut aller voir quel symbole utilise le logiciel. Il faut aller dans l'aide et aller regarder le symbole utilisé pour le produit vectoriel ou le produit scalaire. Ça, il faut aller consulter l'aide. Et l'aide, elle est faite justement pour être consultée quand vous en avez besoin. Parce que travailler sur des logiciels, c'est beaucoup aller consulter l'aide. Maintenant, une fois que vous le savez, vous n'avez plus besoin d'aller voir l'aide. Mais si vous ne le savez pas, il faut aller consulter l'aide. Elle est faite pour ça, pour être consultée. Alors, ceci étant dit, le produit vectoriel, vu sous un aspect mathématique, donc a pour symbole ceci. Voilà. Et alors, c'est ce qu'on appelle une multiplication vectorielle, qui est une application. C'est une application de l'espace vectoriel de E, dans E, qui va donner un élément de E. C'est-à-dire que vous allez prendre dans E un élément qui est un vecteur, parce que c'est un espace vectoriel. Je prends un vecteur U, voilà. Je reprends dans E, puisque c'est de E fois E, c'est un produit cartésien. Je reprends dans E un vecteur V. Bon, j'aurais pu mettre un second ensemble E, mais j'ai pas besoin de faire ça. C'est le même ensemble. Voilà, je peux tirer V comme ceci. Voilà, je fais un produit cartésien et je retire un élément de E. Puis encore une fois un élément de E. Et bien sûr, je fais appliquer la loi ici qui est la multiplication vectorielle. Donc, je fais appliquer ceci. Fois V, je m'excuse, c'est fois V. Et là, j'ai un vecteur W. Donc, le résultat, il est toujours dans E. Le résultat sera dans E. Alors, pourquoi c'est une application? Parce que vous savez très bien que je peux tout d'abord, à tout élément de E, je peux trouver un élément pour lequel si vous faites U fois V, vous avez W. Ça existera toujours. Ça, c'est déjà une chose. Il n'y a pas un élément qui ressort de ce contexte. Tout élément que vous allez prendre de E, on peut vérifier que on aura un résultat. On aura un résultat, toujours un résultat. Bon. Et que ce résultat ne va pas donner 36 000 résultats. Il va en donner qu'un seul. Et c'est pour ça qu'on dit qu'on a à faire une application. C'est qu'on a toujours un résultat et que ce résultat sera unique. Et donc, s'il est unique, ce résultat, ben, on a à faire une application. Donc, c'est une application. Le produit vectoriel est une application de E fois E dans E. Bon, voilà. Donc, ça, c'est plus un aspect mathématique des choses. Alors, pour ce qui est... oui. Alors maintenant, comment on va... Parce que c'est pas assez de définir ça. Hein. Ouais, c'est vrai que, bon... En mécanique, on disait que le produit vectoriel de deux vecteurs UV est un vecteur W dont la direction est perpendiculaire à U et à V, dont le sens est tel que le trièdre UVW soit un trièdre direct, c'est-à-dire un trièdre droit. Attention que trièdre droit, c'est plus en mathématiques. Trièdre direct, bon, c'est plus en mécanique. Quoique mes mathématiques peuvent dire triangle direct. Mais généralement, les maths parlent de triangle, enfin de trièdre. Trièdre, c'est trois plans. Un dièdre, c'est deux plans. Voilà, un trièdre, c'est trois plans. Donc, UVW, soit un trièdre direct, dont le module est égal au produit des modules des deux vecteurs UV par le sinus de l'angle phi inférieur à 180, bien sûr, 180 degrés, formé par ces vecteurs. Ça, c'est la mécanique qui disait ça. Et, bon, j'avais vu ça dans une vidéo, j'ai tout développé, tout ça, plusieurs fois même. J'ai fait plusieurs vidéos qui ont développé tout ça. Mais ici, je dirais que on a eu, voilà. Attention qu'ici, en mathématiques, on n'est pas forcément une flèche. Hein. En mathématiques, un élément de l'espace vectoriel peut se mettre sous forme d'une barre. Il n'y a pas besoin de mettre une flèche. Voilà, c'est pour ça que je vous dis que au niveau mathématique et au niveau mécanique, il y a des petites différences. En mécanique, on mettra plus une barre. Alors, le deuxième vecteur va s'appeler V, toujours avec une barre. Et on aura bien sûr l'application qui va donner
le résultat suivant qui est U produit vectoriel par V qui va donner le vecteur W. Et donc, en mathématiques, on dira, alors comme je vous ai défini en mécanique, je disais que le produit vectoriel de vecteurs UV est un vecteur W dont la direction est perpendiculaire à UV, donc est perpendiculaire à UV. Voilà. Là, il y a un angle phi, je vous le dis tout de suite. Voilà. UV. Et alors, bon, le W, il est perpendiculaire au plan formé par UV. Alors, attention que W est libre. Hein. Il n'est pas forcément lié. C'est pas forcément un vecteur lié. Il est libre. Là, je l'ai lié à une origine. Bon, quand est-ce que je veux le relier à une origine O ou Q? Alors, pourquoi j'ai pris Q? Parce qu'il y a déjà un repère trirectangle utilisé. Hein. IJK. Il y a IJK qui existe. Hein. On a un repère... bien sûr, ceci, il faut qu'on ait un repère orthonormé direct, hein, présent. Voilà, voilà, il faut ça. Alors, IJK, là, on a un repère orthonormé direct dont l'origine est O. Donc, fatalement, ici, je l'appellerai Q. Et donc, je vais prendre des vecteurs liés quand je vais étudier la norme. La norme, c'est la surface d'un parallélogramme. Et pour avoir un parallélogramme, il faut au moins que UV soit lié. Hein. Parce que si vous avez U qui est là et V qui est là, bon, on ne sait pas faire de parallélogramme avec ça. Donc il faut que là, je crée voilà, il faut que je crée deux vecteurs liés. Mais sachez que W, c'est un vecteur libre. Hein. Et UV sont des vecteurs libres aussi, ils ne sont pas obligés d'être liés. Ils seront liés que quand je vais faire intervenir voilà, si je veux voir le trièdre, étudier le trièdre, voilà, alors trièdre c'est 3 plans. Ici, on a un trièdre trirectangle, ici IJK, ils sont trirectangles, c'est-à-dire on a 3, c'est un trièdre trirectangle. On a 3 plans perpendiculaires, donc on a le plan OIK, OIJ et OJK. On a 3 plans, qui est un trièdre. Et 2 plans, c'est un dièdre. Voilà. Donc, je vous ai défini au niveau mécanique, le produit vectoriel de deux vecteurs U et V est un vecteur W dont le trièdre UV W soit un trièdre direct. Voilà, un trièdre direct, c'est-à-dire, bon, vous connaissez ce que c'est qu'un trièdre direct. Hein. Soit vous appliquez la règle du petit bonhomme d'Ampère, ou soit la règle du tire-bouchon, ou la règle de la main droite. Attention, bien définir les droits pour la règle de la main droite, ou une main gauche adaptée. Voilà, une main gauche adaptée. Alors, cette main gauche, il faut faire très attention parce que la main est chirale, c'est-à-dire il y a un axe de symétrie, mais si vous voulez, les mains ne sont pas superposables. Alors faites très attention à ça au niveau des règles. Ben, généralement, on utilise le petit bonhomme d'Ampère. Et comme on a beaucoup de produits vectoriels, donc je veux dire en électricité, notamment en électromagnétisme, ben, on a des produits vectoriels. Donc là, il faut établir les règles de la main droite. Voilà, F est égal à BLI. On peut mettre une main gauche, il n'y a pas de problème, mais il faut adapter les doigts. C'est ça que je vais vous dire. F est égal à BLI. Voilà, il y a plein de produits vectoriels là-bas. Voilà. QV vers B, etc. Q fois Q. V fois B, voilà, B étant l'induction, voilà, Q la charge et V la vitesse. Alors c'est beaucoup des forces, hein, force de la place, force de Lorentz, bon, etc. etc. En électromagnétisme, on trouve beaucoup de forces de type, voilà, qui sont de nature liées à l'induction B. Alors, ceci étant dit, donc les mathématiques parleront plutôt de repères non pas directs, bon, la mécanique parlera de repères. Attention que je ne parle pas de repères orthonormés, hein. Je parle d'un repère tout court, un repère. Bon, c'est-à-dire qu'ici, je ne suis pas obligé d'avoir 90 degrés. Hein. J'ai un angle phi inférieur à 180. J'ai le vecteur U en mécanique. Hein. Je suis en mécanique, c'est pour ça que je vais mettre les flèches. Et ce vecteur-là, il est perpendiculaire au plan formé par UV. Ah, ici, ils sont liés. Ici, bon, je lis à Q. Bon, ils sont liés.
Bon, donc ici on a des vecteurs liés au point Q. Alors un vecteur direct, c'est quand, si j'applique la règle du tire-bouchon, ben, si je tourne dans le sens anti-horlogique, vu de bas, eh bien, le vecteur W va monter. Il va monter par rapport au plan UV. Donc c'est-à-dire, si vous regardez le plan UV par le bas, ben, voilà, par exemple, UV, ça c'est la vue, vous regardez par le bas, ben, ça veut dire que le vecteur W, il va entrer, on met une flèche pour dire qu'il va rentrer. Voilà. Et ça, donc bien sûr, le U, il est là, le V, il est là, ouais, et je tourne de U vers V, et le tire-bouchon, il va rentrer. Donc, dans le sens anti-horlogique, oui, ici c'est dans le sens comme ceci. Donc, là, vu de bas, oui, c'est le sens contraire ici. Si je regarde du bas, faut faire attention à ça. Ça, c'est pas logique, hein. C'est comme une vis. Ça doit faire l'effet d'une vis. C'est plutôt U. Si je regarde du bas, j'ai U d'abord et V après. Faire attention à ça. Donc c'est plutôt, bon, quand on regarde comme ceci, par le bas, ben, c'est comme si on serrait une vis. On tourne comme ceci. Donc ça rentre, voilà, ça c'est bon. Voilà, c'est ce qui se passe. Donc je tourne dans le sens anti-horlogique. Ok. Mais si je regarde du bas le plan UV, là je tourne dans le sens, là je retourne plutôt dans le sens horlogique. Hein. Là je suis plutôt dans, parce que je regarde par le bas. Ça dépend si vous regardez par le haut ou par le bas. Si vous regardez par le bas, ben, on tourne dans le sens horlogique, de U vers V. Mais si je regarde par le haut, ben, on se tourne dans le sens anti-horlogique. Ça dépend de la vue, ça c'est une question de vue. Voilà, ça dépend comment on voit la chose. C'est relatif, on va dire, c'est relatif par rapport à la façon d'observer. D'observer, voilà, si vous regardez du dessus, si vous êtes au-dessus du plan ou en dessus du plan. Si vous êtes au-dessus du plan ou en dessous du plan. Voilà. Ceci étant dit, ça c'est ce qu'on appelle un repère en mécanique, on appelle ça un repère direct, ou si vous voulez, un repère non rétrograde. Alors maintenant, si vous n'avez pas ça, par exemple, si vous avez UV, le produit vectoriel est vers le bas, W, à ce moment-là, vous n'avez plus un repère direct, vous avez un repère non direct, ou ce qu'on appelle un repère rétrograde. Là, il est rétrograde. Alors, les mathématiques n'appellent pas ça comme ça. Les mathématiques, en fait, ils disent que ben, là, la direction de U, vous allez mettre, si vous mettez la main, parce qu'il y a la main, le repère droitier et le repère gaucher. Il y a le repère droite et le repère gauche. Alors, le pouce, ce sera la direction de E1. Ça, c'est le pouce. Pouce, attention que c'est main droite. Alors, si je regarde avec ma main droite, pouce. À ce moment-là, je dois mettre l'index comme ceci. Index, main droite. Et pour avoir un repère droitier, c'est-à-dire un repère direct, il faut que j'ai le majeur ici. Le majeur, main droite. Bon. Alors, comme les mains ne sont chirales, et donc ne sont pas superposables, si vous faites la même chose avec la main gauche, vous allez avoir le pouce, l'index main gauche, mais vous allez avoir, voilà, la main gauche qui va donner comme ceci, donc il va donner un vecteur W comme ceci. Donc, ce qui veut dire que, mathématiques, on parlera de repère non pas direct, mais d'un repère droitier. On aura un repère droitier, ou droit, repère droit. Et là, s'il n'est pas droit, c'est un repère gauche. Donc, repère droit, c'est le W qui monte quand vous avez U fois V.
Voilà, là, il est repère droit. Et il sera en sens contraire si on a un repère gaucher. Et alors, donc, quand vous allez calculer une surface, ben, ça va dépendre. Si vous calculez une surface ou un volume, bien sûr, la surface d'un parallélogramme ou le volume d'un parallélépipède quelconque, surface d'un parallélogramme, ben, vous pouvez le faire à l'aide d'un produit vectoriel. Mais attention que là, les vecteurs sont liés comme je vous ai dit. Et là, ben, on a deux cas de figure. L'air peut être soit positif ou négatif. Parce que pour avoir un produit vectoriel qui est comme ceci, ou produit vectoriel qui est comme ceci. Donc l'air est peut-être soit positif ou négatif. Alors en fonction que le repère est droit ou le repère est gauche. Donc on peut définir une surface positive ou une surface négative. Pourquoi définir ça? C'est pour dire que le vecteur W est soit au-dessus d'un côté au-dessus de l'air. Encore faut-il définir ce que c'est que le au-dessus et le en dessous. Si vous avez un repère droitier, dire que la surface est positive, ça veut dire que le W est au-dessus de la surface. Dire que vous avez une surface négative, c'est dire que le W est en dessous de la surface. Ben, quelle surface? Bien sûr, du parallélogramme U formé par UQV. Bon, et pour le volume, ben, là on parlera de... Ben, il faut rajouter une hauteur, ça, bon, ça c'est le produit mixte. Produit mixte, bien là, encore une fois, le produit mixte va dépendre d'un repère droitier au repère gaucher. On aura un volume positif si on a un repère droitier, un volume négatif si on a un repère gaucher. Donc là, on tient compte du parallélogramme déjà à la base qui est U, on a V fois W. Voilà, ça c'est la surface. Et puis, bon, on fait une projection sur le produit VW, qui est un vecteur perpendiculaire que je vais appeler X. Voilà, X. Voilà. Et en faisant, bien sûr, le U, il est comme ceci. Hein. Attention que tout est lié ici. Hein. Je suis obligé, pour avoir un parallélogramme, je dois tout lier. Voilà, V, W. Alors, si on aura un volume positif du parallélogramme, enfin du parallélépipède, je m'excuse, parce qu'ici, c'est on a un parallélépipède rectangle, quelconque, je m'excuse, quelconque, il sera rectangle, bah, quand on aura un parallélépipède rectangle, ici, il est quelconque. Voilà, si je devais le tracer, je l'ai mal tracé, mais voilà, en gros, il est là. Il est là, en gros, il est là. Je l'ai mal tracé, bon, il faut faire des bandes parallèles pour bien le tracer. Mais là, on aura un volume positif, c'est-à-dire que U et X sont du même côté du plan VQW. Et on aura un volume négatif s'ils sont de part et d'autre. Voilà. Donc, les mathématiques définissent ce qu'on appelle un repère droitier et un repère gaucher, ou un repère droit et un repère gauche. Donc, si je reviens en arrière, mathématiquement, bon, j'ai dit que c'était... je vais le définir au niveau mathématique, maintenant, le produit vectoriel. Au niveau mathématique, ben, ça ne suffit pas de dire que c'est une application de E fois E dans E, bien sûr. Il faut dire que ce que ça va donner comme vecteur. Alors, X, enfin pas X, non, c'est pas X, je m'excuse. Je disais, ici, alors, les mathématiques doivent définir comme la mécanique le définissait auparavant, c'est-à-dire qu'en mécanique, le produit vectoriel a été défini, je le répète encore une fois, le produit vectoriel de deux vecteurs U et V est un vecteur W dont la direction est perpendiculaire à U et à V, dont le sens est tel que le trièdre UVW soit un trièdre direct. Donc c'est la mécanique qui parle de trièdre direct. Mais les mathématiques vont parler de trièdre gauche, ou de trièdre gauche ou de trièdre droit. Attention que c'est pas un trièdre tri-rectangle, hein. Il n'est pas forcément tout orthogonal. Ce qui a juste d'orthogonal ici, c'est W qui est perpendiculaire au plan UV, mais UV ne sont pas forcément orthogonaux. Voilà, ils ne sont pas forcément orthogonaux. Ils peuvent l'être, mais bon, c'est un cas particulier, ça. Donc le trièdre soit un trièdre direct et dont le module est égal au produit des modules de deux vecteurs, donc le module de U fois le module de V fois bien sûr le sinus de l'angle formé entre U et V,
qui est un angle inférieur à 180 degrés. Bon, mais les mathématiques diront que, bon, ça ne suffit pas d'avoir une application. On dira que x fois double, x, enfin, u fois v, u produit vectoriel v est égal à w. C'est un nouveau vecteur libre. Attention que c'est un vecteur libre de direction orthogonale, c'est-à-dire perpendiculaire au plan UV-W, tel que OV, enfin OU, OV et OW, soit un trièdre droitier. Donc on doit avoir un trièdre droitier. Donc vous voyez que les mathématiques parlent en termes de trièdre droit, de trièdre gauche. Donc si vous mettez UV à l'origine, vous le remettez à l'origine du repère IJK, vous avez IJK, à ce moment-là, bon, vous le mettez à l'origine, voilà, et U fois V doit donner obligatoirement un vecteur, bien sûr, ici on a l'angle phi, on a W, voilà, et ça c'est l'origine. Si vous liez tout à l'origine, ça donnerait un triangle droitier. Donc, mais il faut le lier à l'origine, il faut bien qu'il soit trois vecteurs liés. Pour voir ça, il faut les lier. Il faut les lier pour l'observer correctement, il faut lier. Le mieux c'est de le lier, comme ça bon, on voit l'angle qu'il y a entre U et V. Parce que si vous ne le liez pas, c'est un petit peu. Avoir des vecteurs libres comme ça, c'est un petit peu délicat voilà, à traiter, donc on les lie à une origine. Bon, vous définissez une origine quelconque, Q, ou une origine, vous profitez d'avoir l'origine déjà de IJK ben, pour les lier à l'origine et voir si vous avez un trièdre comme ici je suis en mathématiques, droitier. Alors, le W, attention que W n'est pas forcément, n'a pas la direction de K forcément. Hein. Ça dépend de la disposition de UV. Là, on peut avoir un vecteur, ça dépend de l'orientation du plan UV, on peut avoir un vecteur comme ça, W. Hein. Voilà, il n'est pas forcément dans la direction. Ici, j'ai mis UV dans le plan de OIJ, donc c'est normal qu'il a la même direction que K. Donc, ça, bon, aussi, il faut bien interpréter aussi. Et donc, le module de U fois V, ben, mathématiquement, il doit être égal, comme je l'ai vu en mécanique, le module de U fois le module de V fois le sinus de l'angle phi, qui est l'angle entre U et V qui est inférieur à 180 degrés. Alors, il faut savoir aussi que je vous ai dit que le produit vectoriel en norme donne l'aire d'un parallélogramme, alors que le produit mixte en norme, il vous donne le volume d'un parallélépipède quelconque, et que ce parallélogramme, on peut lui attribuer, enfin cette surface, on peut lui attribuer un signe, soit plus ou soit moins, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Et là, bien sûr, ils sont construits sur les vecteurs liés, bien sûr, au U. Là, ils sont obligés d'être liés. Hein. Pour avoir un parallélogramme, il faut obligé de lier à un point, à une origine. Bon, O, vous profitez pour avoir l'origine au IJK, ou vous mettez notre origine qui est Q. Voilà, vous n'êtes pas obligé de lier tout. Pour avoir un parallélogramme, vous n'êtes pas obligé de lier à O. Vous pouvez lier à un autre point d'application Q autre que O. Et donc, ici, le produit vectoriel, il est ce qu'on appelle anticommutatif. C'est-à-dire que, bon, anticommutatif, pourquoi? Ben, vous savez très bien que si je fais U fois V, j'aurai un repère droit. D'après voilà, les règles qui définissent un repère droit. Les règles de la main droite qui définissent un repère droit en mathématiques, parce que en mécanique, on a la règle du tire-bouchon, il y a différents types de règles.
règle du petit bonhomme d'ampère, règle de la main droite, règle de la main gauche, qui ne sont pas forcément les mêmes que la règle de la main droite mathématique, la règle de la main gauche mathématique. C'est pas forcément les mêmes doigts. C'est savoir tout ça. Alors, U fois V, ça c'est la règle de la main droite, qui est égale à moins V fois U. Donc le produit vectoriel, il est anticommutatif. Donc ça, on va obtenir, voilà, on aura une règle, on aura un trièdre gaucher. Là, on aura, oui, attendez, non, oui, c'est ça, c'est ça. Oui, si je ne mets pas le moins, j'ai un trièdre gaucher. J'ai un trièdre gaucher. Là, j'ai un trièdre droitier. Alors, pour qu'il y ait l'égalité, je dois faire un moins par rapport au trièdre gaucher pour opposer le résultat. Voilà, d'un côté, on aura U fois V. Alors, U fois V, ici, l'angle est inférieur à 180. Il va donner, si vous donne, voilà, W qui est vers le haut, ben, si vous faites V fois U, ben, l'angle c'est le supplémentaire à phi. Voilà, supplémentaire à phi, vous faites 180 moins phi. Et sinus de 180 moins phi, mais c'est moins sinus phi. Moins sinus phi. Donc, c'est normal qu'on retrouve ici un moins par rapport à comparer à celui-là. Donc là, on a un trièdre droitier, mais là, on aura un trièdre gaucher. Voilà. Donc, V fois U, va donner un vecteur W en dessous, par là. Alors, si vous voulez l'opposer, ben, vous devez mettre un moins pour retomber sur un trièdre droitier. Voilà, je vais vous mettre le moins là. Et là, à ce moment-là, il y aura l'égalité. Et donc, c'est pour ça que je vous disais que si vous calculez par rapport au vecteur lié, ben, je vais mettre un point, une origine Q. Ben, là, on aura une surface positive, parce que une surface positive, parce que le W est au-dessus. Là, je peux définir une surface négative, parce que, enfin, ici, il est toujours positif. Je m'excuse. En tout cas, au niveau des parallélogrammes, les surfaces peuvent définir une aire positive ou une aire négative. Bon, ici, c'est pas le cas parce que les deux W sont dans le même sens. J'ai dû mettre un moins, parce que j'obtenais un trièdre gaucher, mettre un moins pour avoir de nouveau un trièdre droitier. Et tout ça forme un trièdre droitier. Puisque j'ai mis le moins, il était trièdre gaucher, avec le moins, il devient trièdre droitier. Et là, ça c'est la propriété, bien sûr, vous aurez compris, la propriété d'anticommutativité. Le produit vectoriel n'est pas commutatif. On a l'anticommutativité. Donc, je suis au niveau aspect mathématique des choses. Je ne suis pas au niveau mécanique. Tout ça, j'ai expliqué. Mais là, je vais un peu plus au détail au niveau mathématique. Alors, bien sûr, la multiplication vectorielle n'est pas associative. Si, par exemple, on a deux vecteurs UV, alors n'oublie pas que je suis en mathématiques, donc je mets U avec une barre, UV, sont deux vecteurs qui sont non nuls, différents de 0, du vecteur nul, qui n'ont pas même direction. Si j'écris U, produit vectoriel, V fois V, c'est égal à U, V fois V, ben, ça fait 0. C'est le vecteur nul, et ça fait 0. Et si maintenant je fais U fois V fois V est égal à, si vous voulez, U fois V, ben, c'est un vecteur W qui est perpendiculaire au plan UV, et puis je fais encore fois W. Et là, vous voyez tout de suite qu'on obtient un résultat, c'est différent de 0. Donc vous voyez qu'on a ces deux mêmes, on n'a pas c'est différent, C'est-à-dire qu'on n'a pas U fois V est différent de, on n'a pas l'associativité, c'est ça que je veux dire. On ne peut pas faire d'associativité, on ne peut pas associer comme on veut. Donc le produit vectoriel
n'est pas associatif. Il n'est pas associatif. Donc, il n'est pas commutatif, il n'est pas associatif. Donc, vous voyez qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut avec le produit vectoriel. Hein. Il n'est pas commutatif, il n'est pas associatif. Alors, autre chose. Dès le moment où on a deux vecteurs qui ont même direction, oui, j'ai oublié de vous dire à propos des parallélogrammes. Parallélogramme, voilà. Quand est-ce qu'un produit vectoriel sera nul? Eh bien, un produit vectoriel est nul si, bien sûr, il suffit de regarder l'air. Hein. Vous regardez l'air du parallélogramme. Quand est-ce qu'il est nul? Si on n'a pas de base. Soit si U égale 0 ou V égale 0, on n'a pas de base. Donc on ne saurait pas avoir une aire. On ne saurait pas avoir une aire si U, V sont nuls. Voilà. Et là, en ce moment, on aura un parallélogramme de surface nulle parce qu'il n'y a pas de base. Il n'y a pas de base. Vous n'avez pas de base ni d'autre. Soit vous avez une hauteur et pas de base, soit vous avez une base, vous avez une ligne. Non, ou un seul vecteur, ça ne va pas. Ou pas de vecteur du tout. Si U égale 0 et V égale 0 en même temps, on n'a rien du tout, on a un point. Alors à ce moment-là, c'est normal que on ne sait pas trouver de W parce que la norme de W, il n'y en aura pas. Donc il n'y aura pas le vecteur W vaudra 0. C'est un vecteur nul. Bon, mais maintenant, une autre manière de voir que on aura un vecteur nul, quand on aura U fois V, mais c'est quand les vecteurs UV seront parallèles. S'ils sont parallèles, bon, soit on a parallèle confondu ou parallèle distinct. Et là, à ce moment-là, on n'a pas d'air non plus. Hein. S'ils sont parallèles, on n'a pas d'air. L'air vaudra 0. Donc, quand est-ce que U fois V vaudra 0? Soit si U égale 0, ou si V égale 0, ou si U et V sont parallèles, confondus ou distincts, on s'en fout. Donc une fois qu'ils sont parallèles, bien on a l'annulation du produit vectoriel. Alors je vous ai parlé aussi que la multiplication vectorielle donc n'est pas commutative. Elle n'est pas, au niveau mathématique, elle n'est pas. Est-ce qu'il y a la commutativité? Non. On a la commutativité. On n'a pas de commutativité. On n'a pas d'associativité. On n'a pas d'associativité. On a l'annulation égale 0 dans des conditions particulières. Conditions nécessaires et suffisantes d'annulation. Il ne suffit pas d'avoir U et V comme en mathématiques A. Si vous mettez en mathématiques A fois B égale 0, ça veut dire quoi? Si A égale 0, ou B égale 0, ou si A et B égale 0. Donc si soit un des deux est nul, ou soit les deux ne sont. Mais ici, c'est pas le cas, c'est pas forcément le cas, puisqu'il y a aussi la condition de parallélisme. Voilà, derrière se cachera une condition de parallélisme de vecteurs. Donc là, c'est pas tout à fait la même chose que bon, si vous jouez avec des nombres. Ici, on joue avec des vecteurs ici. Enfin, on manipule des vecteurs. C'est pas jouer, c'est manipuler. Alors, ça c'est la condition d'annulation. Bien sûr, on a la distributivité, ça on l'a, pas de problème. On a la distributivité par rapport à l'addition. Distributivité par rapport à l'addition, hein. Attention. Voilà, c'est la distributivité par rapport à l'addition. La multiplication vectorielle est distributive par rapport à la multiplication donc des vecteurs libres. Voilà. Et donc on a la distributivité par rapport à la multiplication.
On a l'expression analytique, ça je l'ai déjà vu, et on peut le mettre sous forme d'un déterminant. Alors, on peut le mettre sous forme d'un déterminant, et généralement on le calcule sous forme d'un déterminant. Rappelez-vous que c'est un aspect vectoriel. Hein. Si c'est un aspect vectoriel, attention qu'ici je mettrai E1 avec une barre, parce que je vous ai dit que je mettais des barres, E1, E2, E3. Bon, en mathématiques, on met des barres. On appelle plus en mathématiques, c'est la base, c'est E1, E2, E3. Je m'excuse, bon, en mécanique, c'est IJK avec des flèches. Ici, c'est en mathématiques, c'est E1, E2, E3. Et alors, bon, si je fais U fois V, U fois V, ben, l'expression analytique, il suffit de calculer le déterminant, vous aurez l'expression analytique. Bon, c'est assez simple. Mais, en tout cas, vous mettrez les composantes qui sont des scalaires, bien sûr. U1, U2. Et donc, vous avez un déterminant vectoriel ici. Hein, puisque vous allez, U fois V va donner un vecteur W. Donc, vous allez avoir un vecteur. Hein, puisque j'ai des vecteurs là-dedans. Ben, ils ne vont pas s'éliminer comme on veut. Hein. Donc, on aura des vecteurs. Voilà. Donc, on va avoir U par V. U produit vectoriel V va donner W. Donc on a l'annulation, voilà, quand est-ce qu'un produit vectoriel est nul? La condition nécessaire d'annulation, c'est le parallélisme des vecteurs, donc UV. On a le produit vectoriel étant anticommutatif. Le produit vectoriel le module de leur produit vectoriel est égal à la surface d'un parallélogramme construit sur les vecteurs UV. Mais attention qu'on peut mettre un signe hein, derrière ça. Le module c'est positif, mais vous pouvez mettre un signe pour dire si W est au-dessus ou est en dessous du plan UV, UQV. Alors on peut définir aussi une base orthonormée directe en sachant que E1 fois E1 est égal à E2 fois E2 est égal à E3 fois E3 est égal à vecteur nul. Que E1 fois E2, bien sûr, quand je dis fois, c'est le produit vectoriel, E1 fois E2 vaudra E3, que, oui, ça je peux le dire d'une certaine façon, ça. Ça je peux le dire d'une certaine façon, par des permutations circulaires. Bon, je vais expliquer ça par des permutations circulaires, ça vaut la peine en mathématiques, bon, de voir la chose mathématique. Alors, rappelez-vous que le produit vectoriel, on doit avoir un repère droit. Alors, si je prends un trirectangle, bon, en plus de ça, ici, les perpendiculaires, on a un repère orthonormé direct, ou un repère droit, un trirectangle droit, ou droitier, c'est-à-dire que, ici, en mathématiques, c'est plutôt E1, E2, E3, plutôt qu'IJK, E1, E2, E3. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que E1 fois E1 E1 fois E1 égale E2 fois E2 égale E3 fois E3 égale au vecteur nul. C'est normal parce qu'ils sont parallèles. Alors maintenant, si je fais E1 fois E2, ça c'est égal à E3. Alors maintenant, si je fais E2 fois E3, ben, je vais obtenir, pour que ce soit un repère droitier, je vais obtenir le E1. Et le dernier, si je fais E3 fois le E1, ben, je vais obtenir, si pour avoir un repère droitier, je vais obtenir E2. Alors, il suffit de jouer avec la règle de la main droite, ou de la main gauche, ça dépend comment vous voyez les choses. Bon, ben ici, en tout cas, si vous suivez, parce que quand je dis main droite, main gauche, c'est la règle mémotechnique de mécanique, hein, parce qu'en mécanique, il y a la règle du tire-bouchon, la règle du petit bonhomme d'ampère, règle de la main droite, règle de la main gauche, mais il faut adapter la main gauche par rapport à la main droite, pour avoir un repère direct ou un repère droitier. Par contre, en mathématiques, le repère droitier, je vous ai dit ce que c'était. Ah, voilà, ce sera le pouce
pour avoir E1, c'est le pouce de la main droite. Pour avoir E2, c'est l'index de la main droite. Et pour avoir E3, c'est le majeur de la main droite. Mais si vous, maintenant, pour avoir un repère gaucher, c'est-à-dire le E3 vers le bas, bon, ici, je suis en repère droitier, hein. Le E3, il monte, il ne descend pas. Mais si vous voulez un repère gaucher, c'est-à-dire le E3 descend, là, à ce moment-là, il faut le pouce de la main, la main gauche soit le E1, E2 soit l'index de la main gauche, et le E3 soit le majeur de la main gauche. Voilà. Bon, mais maintenant, on peut l'entrevoir sous une permutation circulaire, tout ça. Alors comment? Par une simplification, bien sûr, du contexte, en disant que si j'écris EI fois EJ, alors EI fois EJ vaudra 0 si I égale J. Si vous avez I égale J, ben, c'est le cas ici, E1, E1, E2, E2, E3, E3 égale 0. Alors, on aura EK, EK, c'est-à-dire, on aura E1 fois E2 va donner E3, E2 fois E3 va donner E1, donc EI fois EJ va donner un EK qui est différent, bien sûr, I différent de J, différent de K, bien sûr, hein, ça vous êtes d'accord avec moi. Voilà. Dans ce cas-ci, I différent de J, différent de K. Alors, il va donner EK. Quand est-ce? Ben, si on a E1, E2, E2, E3 et E3, E1, c'est-à-dire qu'on a une permutation paire de la suite 1, 2, 3. J'ai une permutation paire de la suite 1, 2, 3. C'est-à-dire que 1, 2, 3, c'est le fondamental. Mais là, j'ai 1, 2, 3, ben, il est déjà fondamental ici. Voilà. Là, j'aurai 2, 3, 1. Ben, pour avoir ça, j'ai fait deux permutations parce que pour avoir 2, 3, 1, ben, j'ai dû permuter bon, par rapport à 1, 2, 3. Si je permute 3 et 1, c'est une permutation. Maintenant, je vais permuter le 2 et le 3 pour faire 2, 3, 1. J'ai deux permutations, donc c'est une permutation paire du fondamental 1, 2, 3. Et le dernier, c'est toujours une permutation paire, puisque 3, 1, 2, je vais construire 3, 1, 2. Bon, je vais faire d'abord permuter le 3 et le 2, c'est une permutation, tout en gardant le 1. Ensuite, je vais permuter le 3 et le 1, tout en gardant le 2. Et là, j'ai 3, 1, 2, j'ai deux permutations. Donc, ce qui veut, par rapport au fondamental, bien sûr, ce qui veut dire que j'ai une permutation paire. Et quand on a une permutation paire, ben, ça donne EK. Donc, ça, c'est une permutation paire. Voilà, j'ai EK. Alors, maintenant, vous allez me dire, ouais, mais pour avoir moins EK, c'est-à-dire le repère, pour avoir le repère gauche, ben là, c'est une permutation impaire. Vous comprendrez que pour avoir, si vous faites E2 fois E1, vous allez avoir moins E3. E2, bon, je veux bien le faire ailleurs, parce que c'est vrai que ça commence à prendre... si je fais E2 E2 fois E3, voilà, là j'aurai... enfin, E1 fois E2, je mets E2 fois E1. E2 fois E1. E2 fois E1, là j'obtiendrai moins E3. Alors si je fais maintenant E3 fois E2, E3 fois E2, E3 fois E2, ben, j'aurai moins... Ben, vous pouvez vérifier avec la règle de la main gauche, comme je vous ai expliqué, vous allez avoir un repère gauche. Hein. Tout ça donne un repère gauche. Hein. On aura moins E1 et le dernier, 3, 1, ça fait 1, 3. 1, 3. 1, 3. Je vais vite voir si je ne me suis pas trompé.
Oui, c'est bien, je l'inverse. Là, tout cela, ils vont donner un repère droit. Ils donnent un repère droit. Alors que celui-ci, voilà, il va donner un repère gauche. Donc j'ai moins E1 ici. Là, on aura moins E2. Moins E2. Et là, ça donne tout ça, ça donne un repère gauche. Parce qu'on a une permutation impaire. Une permutation impaire, bien sûr, de la suite du fondamental, si vous voulez, 1, 2, 3. Le fondamental, bien sûr, c'est 1, 2, 3. Alors, je vais regarder 2, 1, 3. 2, 1, 3. Ben, j'ai permuté le 1 et le 2, il n'y a qu'une seule permutation. Donc, c'est bon. Alors, maintenant, je vais faire le suivant. 3, 2, 1. 3, 2, 1. J'ai permuté le 1 et le 3 par rapport au fondamental. Donc, ça donne ceci. Donc, on a bien un moins. Puisque, voilà. Et le dernier, E1, E3. Alors, c'est 1, 3, 2. 1, 3, 2. J'ai permuté le 3 et le 2, tout simplement. Tout cela, il n'y a qu'une seule permutation. Donc, une permutation, là, c'est une permutation. Quand on a une permutation, ça donne voilà, repère gauche. Quand on a deux permutations, ça donne un repère droit. Et donc, on peut définir un trirectangle à partir du produit vectoriel. Hein. Trièdre, un repère ou le trièdre orthonormé droitier. En mathématiques, on appelle ça un trièdre orthonormé droitier. Maintenant, si vous voulez le gaucher, ben, il faut faire les permutations comme je vous ai expliqué ici. Là, si vous voulez le gaucher, ben, vous allez rechercher permutation impaire. C'est-à-dire, il n'y en a qu'une seule, permutation. Alors, si vous voulez calculer le produit vectoriel, ben, vous calculez le déterminant, vous aurez le produit vectoriel. Hein. Alors, vous pouvez le calculer assez aisément. Si vous voulez l'expression analytique, ben, vous reprenez U fois V. Ah, vous disposez bien sûr des vecteurs de base. Ici, comme je suis en mathématiques, je vais mettre E1, E2, E3. Voilà. Je vais mettre U1, U2, U3, V1, V2, V3. Voilà. Et vous recherchez les composants. Comme on aura un vecteur, hein, parce qu'on aura des composantes suivant E1, suivant E2 et suivant E3. Voilà. Donc, alors suivant E1, ben, vous appliquez la règle des mineurs, produit des éléments d'une rangée par leur mineur. Alors ici, bien sûr, on a moins 1 exposant 1 plus 1, ça fait plus. Moins 1 exposant 1 plus première ligne, deuxième colonne, moins. Moins 1 exposant première ligne, troisième colonne, il sera plus. Donc c'est alternatif, plus, moins, plus. Ça, vous le savez. Une fois que vous avez découvert le premier, ben, le restant, c'est alternatif. Ça, je vous ai toujours dit ça. Voilà, bon, alors pour calculer le E1, ben, ce sera le mineur, c'est enfin le cofacteur. Le cofacteur, c'est la matrice n-1, ici comme on dit matrice 3, 3, la n-1 c'est n2, dont vous avez éliminé la jm ligne, enfin la im ligne, la jm colonne. Donc on aura U2, V3. Bon, je vais directement mettre la matrice. Hein. Bon, voilà, c'est la matrice U2, U3. Voilà. Attention qu'ici, il y a un moins. Parce que je vous ai dit que il y a un moins qui intervenait ici. Moins 1 I plus J. Voilà, vous mettez un moins. Alors, V2, V3. Là, vous mettez V2, V3. Voilà, vous calculez ce déterminant-là. Alors là, vous allez calculer par rapport à E2. Si vous barrez la première ligne, deuxième colonne, vous aurez U1, U3, V1, V3. Et la dernière, vous barrez la troisième colonne. Donc vous aurez cette matrice-là. C'est U1, U2, V1, V2. Et vous calculez, hein, c'est U2 fois V3 moins V2, U3. U1, V3
moins V1 U3. Attention qu'il faut adapter avec le moins ici. Et bien sûr, U1 V2 moins V1 U2. Et voilà. Et là, vous avez l'expression analytique déterminée par le déterminant calculé ici. Donc U fois V. Donc le produit vectoriel est anticommutatif. La norme, c'est la surface d'un parallélogramme. On peut définir une base orthonormée directe en mécanique ou en mathématiques qui est un repère droitier. Voire on peut même définir le repère gaucher au travers des permutations paires et impaires, comme je vous l'ai expliqué. Paire, c'est un repère droitier. Impaire, permutation impaire, un repère gaucher. Hein, mais en tout cas, tout est cas de figure, que ce soit le repère droitier ou le repère gaucher, si vous voulez le définir à partir des permutations par rapport à un fondamental 1, 2, 3, attention qu'il faut quand même avoir le E1, E2, E1 fois E2, E1 fois E1. Oui, ça c'est le repère gaucher, mais si vous voulez le définir, il faut aussi avoir E1 fois E1 égale E2 fois E2 égale E3 fois E3. Ça c'est valable pour le repère gaucher et le repère droitier. Hein. Voilà. Et puis, si vous voulez définir un repère droitier, pareil, vous pouvez le définir à partir des permutations paires, et l'autre, vous pouvez le définir à partir des permutations impaires. À la place de parler de pouces, de majeur et de pouces d'index et de majeur de main droite ou pouce majeur, pouce index majeur main gauche. À la place de parler de pouce index majeur, ben vous pouvez parler de permutations paires ou impaires. Alors, je vous ai dit que le produit vectoriel est distributif par rapport à l'addition vectorielle. Que si on multiplie des vecteurs par une constante, ben, c'est tout un jeu, ça. Si vous faites m qui est une constante appartenant à R, mais m fois u fois v, c'est égal à m fois u fois v, mais c'était égal à u fois m v. Tout ça, c'est égal. Alors maintenant, si vous avez m, n appartenant à R, ben, si vous faites m fois n u fois v, mais alors là, il y a toute une panoplie de possibilités. Il y a m u fois n v est égal à u fois m n v. Bon, il y en a beaucoup. Hein. Bon, ce sera m n u fois v est égal à u fois ben, mnv, ça je l'ai déjà mis. Ce sera n fois u fois m fois v. Ben, je ne sais pas si j'en oublie encore. Bon, j'ai mis les deux. Je crois qu'il y a 4 cas de figure. Hein. mn avec u, mn avec v. Oui. M avec u, n avec v, m avec v et n avec u. Bon, je crois que j'ai tout mis. Ouais, je crois que j'ai rien oublié. Donc, si on multiplie l'un des vecteurs d'un produit vectoriel par un scalaire, le produit vectoriel est multiplié par ce scalaire, et on peut avoir une règle générale, une règle générale avec deux valeurs mn, ou plusieurs valeurs mn. En tout cas, ce qui veut dire que on aura mn qui va se distribuer sur u, sur v, peu importe comment. Vous pouvez multiplier le scalaire par ce que vous voulez. Par u, par v, lequel, m ou n, c'est vous qui voyez, ou m fois n, c'est vous qui voyez comment vous allez distribuer au niveau de la multiplication. Ici, c'est voilà, c'est une, on va dire, tout à l'heure quand je vous parlais de distributivité, je vous parlais de la distributivité par rapport à, je me suis fait tromper tout à l'heure. Hein. Ici, c'est une distributivité par rapport à l'addition.
Je suppose que j'ai parlé de distributivité. Voilà, c'est par rapport à l'addition. Voilà, je l'avais bien mis. Alors, la distributivité par rapport à l'addition, bon, vous aurez compris que c'est un vecteur U fois la somme de vecteurs VI, c'est égal à la somme de U avec des vecteurs VI. Bon, ça vous savez très bien, c'est une distributivité par rapport à l'addition. Mais attention que ici c'est une distributivité par rapport à la multiplication. Je distribue les scalaires par rapport je distribue. Ça c'est vraiment une distributivité par rapport à la multiplication. Ça. Je distribue les scalaires qui sont multiplicatifs entre eux par rapport à un produit vectoriel UV. Alors l'expression analytique, je vous l'ai donnée. On peut me représenter sous forme d'un déterminant. Le produit vecteur n'est pas associatif. Et alors, au niveau mécanique, on parle de dimension. Ça dépendra de la dimension de U et de V pour avoir la dimension de W. Mais ça, je le verrai en mécanique. Comme on est en mathématiques ici, on ne parle pas de dimension. Parce que justement, il n'y a pas de dimension en mathématiques. Hein. Pas de dimension. On a l'unité, oui, on a l'unité de longueur. L'unité de longueur, oui, on a juste ça, mais on n'a pas d'autres dimensions. La seule unité qu'on a, c'est on n'a pas de temps, on n'a pas de vitesse, on n'a pas de quoi que ce soit. Voilà, on n'a pas de force. Ici, la seule dimension qu'on peut reconnaître, c'est celle de l'espace vectoriel, donc unité de longueur. Et donc, fatalement, le volume sera une unité de longueur fois une unité de longueur fois une unité de longueur, c'est-à-dire une unité de volume. Et si vous voulez une unité d'air, c'est une unité de longueur fois une unité de longueur pour avoir une unité d'air, une unité de surface. Oui, les mathématiques, il y a ça. Mais à part ça, je ne vois pas qu'est-ce qu'il a comme dimension. Hein. On est dans un espace euclidien, on n'a que les unités de l'espace euclidien, on n'a rien d'autre. On n'a pas de temporalité. Quand vous faites de la géométrie, il n'y a pas une notion temporelle qui se cache derrière bon, l'espace euclidien. Ça, c'est en physique. Hein. L'espace-temps, on dit qu'il y a l'espace-temps, on a voilà, une configuration d'espace-temps. Voilà, le temps et l'espace sont liés. L'espace et le temps sont liés. Voilà, ça, c'est en physique. Mais en mathématiques, bon, il n'y a pas de temps, c'est intemporel. Et donc, c'est sans dimension, si ce n'est que les dimensions de l'espace euclidien. Sinon, on n'a aucune dimension, on n'a pas de dimension de force ni quoi qu'est-ce. Donc, si vous étudiez des forces, avec une certaine forme de dimension, de force qui serait en Newton, ça s'appelle faire de la mécanique. On n'est plus en mathématiques. La mathématique s'accapare bon, des notions, mais dès le moment où vous rajoutez on peut avoir des applications mathématiques, des cours de physique, à des problèmes de physique, des problèmes d'économie, voilà. Mais, bien sûr, c'est toujours ce que j'ai raconté dans des vidéos passées, c'est que les mathématiques, c'est un outil qu'on va utiliser pour des applications extra-mathématiques, par exemple, économiques, physique, chimie, électricité, etc. etc. Donc, c'est normal que les mathématiques ont une dimension qui est le minimum du minimum de dimensions. Et si vous voulez voir d'autres dimensions, il faut aller voir d'autres domaines de sciences tels que la physique, tels que la mécanique, tels que là la notion de mécanique va faire intervenir voilà, des notions de couple, des notions voilà, de force, des notions de vitesse. Et la mécanique va se subdiviser en cinématique, etc. etc. Cinématique, voilà, statique, tralali, tralala, dynamique. Voilà. Voilà, donc ça c'est les mathématiques, comment elles voient les choses. Donc, évitez de mettre une flèche parce que la flèche au-dessus du vecteur signifie qu'on a un vecteur voilà, à usage mécanique. Là, quand on met un vecteur là, avec une barre, c'est un vecteur de l'espace vectoriel, voilà, qui n'est pas forcément, c'est un usage mathématique plus qu'un usage mécanique parce que l'usage mécanique des forces peut être associé si c'est un usage mécanique des vecteurs, c'est parce qu'on va les associer aux forces, ce n'est que ça. Hein. Donc c'est pour ça que bon, il y aura ces applications du produit vectoriel qu'il faut utiliser en mécanique. Hein. Il faut utiliser en mécanique, notamment avec des dimensions, puisque
On aura des dimensions de force et de longueur, tralali, tralala. Donc c'est pour ça qu'on distingue. L'un avec une barre et l'autre avec une flèche. Mais parfois on fait des amalgames aussi. On peut entrevoir au niveau mathématique. Ben, on met un vecteur avec une flèche au-dessus. Voilà, comme en mécanique. Hein. Voilà, en ce moment, on est comme en mécanique, c'est le même vecteur que la mécanique. Voilà. Bon, vous pouvez mettre une flèche comme vous pouvez mettre une barre, mais généralement la barre c'est plutôt de l'espace purement mathématique vectoriel. Alors qu'en mécanique, bon, on s'accapare des vecteurs d'espace vectoriel pour, bien sûr, les associer à des forces. C'est ça qui fait la grande différence. Il existe les vecteurs géométriques et les vecteurs non géométriques. Je vous remercie.